Concernant les appareils électriques, les appareils de cuisine électrique doivent être trempés avec bénédiction. Alors évidemment, ceci s'applique seulement aux ustensiles dans lesquels l'aliment entre en contact direct. Cependant, les plaques électriques ou les vitraux céramiques, les chauffe-biberons et autres appareils dans lesquels l'aliment est déposé par l'intermédiaire d'un ustensile ne devront pas subir d'immersion. Prenons l'exemple d'un chauffe-biberon. Vous avez le biberon qui, lui, devrait être trempé au mikvé, puisqu'il y a du lait dedans. Mais le chauffe-biberon, à l'intérieur duquel vous allez placer le biberon, mais lui, il n'y a absolument aucune nourriture qui va passer dedans, vous comprenez? Donc ce chauffe-biberon n'a absolument pas besoin du moindre mikvé, puisqu'il n'est pas en contact direct avec l'aliment. Et ainsi en est-il pour les autres éléments précités, éléments de cuisson. Ainsi, la grille en fonte ou en métal sur laquelle on pose les casseroles sur le gaz, eh bien, cette grille est dispensée d'immersion, bien qu'il arrive de temps à autre d'y déposer directement certains aliments. C'est l'utilisation majoritaire qui va fixer le statut d'un ustensile. Il faudra, pour permettre de déposer l'aliment directement sur la grille, s'assurer d'un usage purement spécifique. Par exemple, un usage carné ou lacté, afin d'éviter un mélange de viande et de lait susceptible de s'y verser au cours des cuissons précédentes. Néanmoins, l'immersion d'un ustensile électrique peut parfois l'endommager. Vous vous en doutez. Qui dit appareillage électrique dit des prises, dit parfois des fusibles, dit des résistances. Vous comprenez, autant de choses qui matériellement sont susceptibles d'être endommagées. C'est pourquoi il existe plusieurs solutions qui sont proposées et envisagées par les décisionnaires. Premièrement, se mouiller les doigts avec l'eau du bain rituel, du mikvé, puis boucher avec relâchement, en tapotant comme ça, la sortie de la prise électrique. C'est une première possibilité. Ça ne peut marcher que lorsqu'il y a une prise qui, en dépit de ce qu'elle est prise, elle a une protection interne qui l'isole de la gaine protectrice des fils conducteurs. Vous comprenez ce que je dis? Il y a aussi la possibilité d'humidifier un tissu ou un morceau de coton avec l'eau du bain rituel et boucher les parties électriques de l'appareil. Bon, vous allez me dire, tout ça, c'est vraiment tiré par les cheveux. Si c'est faisable facilement, pourquoi pas? Mais on verra bien que si d'autres solutions ont été envisagées, c'est pas pour des prunes, c'est parce que des fois, c'est inenvisageable, sinon vous allez tout casser. C'est la troisième solution qui est déjà plus viable, c'est isoler la résistance électrique à l'aide d'une matière imperméable. Si l'on craint qu'une quantité même minime d'eau n'endommage l'appareil. Donc déjà, on est plus en réel. Si vous savez qu'en mettant votre appareil électrique, vous allez bousiller l'installation, laissez tomber, entourez. Par exemple, la prise, comment vous faites ça? C'est pas compliqué. La partie électrique, vous l'entourez d'un sac. Vous avez compris ce que je dis. La prise, vous la mettez dans le sac, vous faites un bon nœud sur le fil électrique et le reste, vous allez le tremper, si c'est faisable de le tremper. Parfois, remettre, tout simplement, c'est la plus, on va dire, plausible et crédible en même temps, la plus faisable. C'est remettre l'appareil tout simplement à un artisan juif qui s'y connaît dans le bricolage, afin qu'il le démonte à un endroit où il n'est plus possible d'en faire une quelconque utilisation. En d'autres termes, il devient, lui, indirectement, le concepteur de ce nouvel appareil. Le simple fait d'avoir démonté en partie, puis l'avoir remonté, du coup, il n'a plus besoin de mikvé. Ça, c'est déjà un peu plus original. Ensuite, évidemment, il va le remonter. Mais évidemment, démonter simplement la prise électrique ne suffira pas, du fait qu'elle se trouve à l'extérieur de l'appareil. Le montage, par contre, par un juif, de l'appareil lui-même, avec son moteur, etc., confère à l'appareil le même statut qu'un usage fabriqué par un juif et le dispense totalement d'immersion. Enfin, dernière possibilité, la plus originale de toutes, vraiment, mais la plus facile à réaliser. Même si, évidemment, la personne à qui vous allez dire ça, si c'est une personne non juive qui ne connaît pas le judaïsme, va vous regarder avec des yeux de merlan frit. En quoi ça consiste? C'est d'offrir l'ustensile à un non-juif
en lui expliquant que il lui offre, mais après il va lui demander de lui emprunter définitivement. C'est ce qu'on appelle shara. C'est la naissance des conclusions d'un pile-poule bien entretenu. Puisque l'interdiction consiste à utiliser l'appareil qui a été fabriqué par une personne idolâtre, alors tout d'un coup, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, voilà, cet appareil-là, je t'en fais cadeau. Comme ça, il n'appartient pas à un juif, il appartient à un idolâtre. Mais, je te demande de me le prêter définitivement. C'est quoi cet embrouille? Oui, parce que si tu me le prêtes définitivement, il reste toujours ta propriété. Vous savez, pour ceux qui ont fait du français, enfin du français, du latin, ou du droit tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'usus, le fructus et l'abusus. Vous connaissez le principe d'usufruit. L'usus, c'est le droit d'user d'un bien. Par exemple, vous utilisez un bien si vous utilisez le terme d'usus. Alors, fructus, c'est le bien va vous rapporter quelque chose. Vous ne vous contentez pas de l'utiliser, mais il va vous rapporter quelque chose. Soit une utilisation, soit un bien, soit un bienfait, soit même de l'argent. Comment? Et l'abusus, ça veut dire j'en fais ce que je veux. Si je veux, je consomme. Si je veux, je vends. Et si je veux, je le détruis. Ça ne te regarde pas. Je fais ce que je veux avec mon bien. Alors, on vient nous dire ici, cet ustensile, il m'appartient à moi. J'en fais ce que je veux. J'ai même le droit, si ça me plaît, de dire voilà, je te l'offre. Mais attention, je te demande une faveur. Une fois que je l'ai offert, donc il t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Je te demande de me le prêter, de me le prêter définitivement. Mais tu te fous de moi? Non, tu me rends service. Donc d'après ce grand pile-poule, un peu, je vous l'accorde, un peu biscornu, mais attesté par les sages de la nouvelle génération, eh bien, ça permet dans des cas tordus, dans des cas compliqués, eh bien, de ne pas être en porte-à-faux avec les exigences de la halakha. Donc il ne m'appartient pas, il appartient à la personne non juive. Et alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut décemment être à ce point roublard et monter, entre guillemets, les dossiers de cette manière pour régler les problèmes de la halakha? Alors théoriquement, et même pratiquement pour l'individu, non. Il y en a qui le font, mais nous on ne fait pas ça. Mais là où, par contre, c'est pratique de savoir qu'on peut s'appuyer sur ce raisonnement, c'est pour la collectivité. Supposez maintenant qu'à la dernière seconde, oui, on a besoin d'une vaisselle abondante, cachère, mais que voilà, on n'a pas prévu. On n'a pas prévu, moi j'ai pas assez de vaisselle, la synagogue n'a pas assez de vaisselle, et le seul qui est susceptible de me mettre à ma disposition, moyennant d'ailleurs un règlement, comment dirais-je, un droit, un dépôt, bref, une garantie, ou tout simplement une location de matériel. Il y a beaucoup de sociétés qui louent le matériel aujourd'hui. Parmi les sociétés qui louent le matériel, il y a beaucoup de non-juifs qui ont vu que c'était lucratif. Et qui ont dit, ouais, les feux, c'est des bons consommateurs, qu'est-ce qu'on va faire? Ils décident de louer de la vaisselle cachère. D'où on sait qu'elle est cachère? Parce qu'il y a un chômeur qui vient dans une cuisine avec un cadenas et le gars qui est le patron de la société, il en existe plusieurs noms, je ne vais pas les donner ici pour ne pas faire de la publicité illégale, mais ces sociétés, elles disent clairement, nous louons tout matériel, en tout genre, ça c'est la publicité d'ordre général, et quand un feuille il vient, il dit, est-ce que vous avez de la vaisselle cachère? Oui, oui, on a. Comment ça? Oui, oui, on a une vaisselle cachère qui est enfermée dans un bureau et qui est sous contrôle du Bédine. Le chômeur, il vient, il ouvre et il dispose de la vaisselle. Donc la vaisselle appartient au traiteur ou au, comment dirais-je, au locataire de cette vaisselle. Il est non juif, ça lui appartient. Le juif peut utiliser cette vaisselle cachère sans même qu'elle soit trempée au mikvé. Vous avez compris en quoi c'est pas que du pile-poule, c'est aussi quelque chose qui, dans certains cas limites, peut effectivement rendre de grands services. Et donc, je réponds à l'avance à la question de ceux qui disent ok, on veut bien respecter la halakha, on veut bien comprendre la logique de cette halakha, mais enfin, ça semble un peu tiré par les cheveux. Est-ce que c'est pas être un peu roublard et dire ben non, en fait, ce que les Chachamim ont envisagé dans toutes les générations, c'est deux choses. C'est d'abord d'être toujours scrupuleux dans le respect des lois de la Torah
et les consignes de nos sages, mais en même temps que cette volonté d'être scrupuleux, c'est d'envisager toutes les possibilités théoriques et pratiques, donc techniques, concrètes, pour être du côté du consommateur. Chaque fois qu'on peut le tirer de là, quoi. Donc le but, c'est pas d'être sournois ou d'être hypocrite, comme on ferait procéder dans certains qui, au demeurant, méprisent toute forme de loi. C'est le contraire de se soumettre à des principes et des règles, même si ça doit me prendre la tête, et même si ça donne l'impression d'être tiré par les cheveux, dès le moment où c'est légalement, totalement et légalement permis, alors pas de problème, nous ne sommes pas plus royalistes que le roi. Dans des cas où c'est nécessaire, on utilisera ce genre de coup-là, de licence autorisée. Vous avez bien compris? Donc, offrir l'ustensile à un non-juif, puis le lui emprunter définitivement. En effet, c'est seulement si l'on acquiert l'ustensile d'un non-juif qu'on est tenu de le tremper dans un bain rituel. Je l'achète. Si je l'achète, alors là, il devient ma propriété, donc je dois le tremper au mikvé. Si je ne l'achète pas, je ne fais que le louer. Il n'y a aucun besoin de le tremper au mikvé. Et si on ne fait que lui emprunter, ou le louer, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, l'ustensile est dispensé d'immersion d'après tout le monde. En tout cas, d'après le Shulchan Aruch au chapitre 120, au paragraphe 8. J'espère que c'est bien clair quand même. Selon certains décisionnaires, l'expérience prouve que l'immersion des appareils électriques dans un bain rituel ne les détériore pas forcément, surtout les bons appareils de qualité, si bien sûr on prend soin de ne pas les utiliser pendant 2 ou 3 jours. On attend que ça sèche, qu'il y ait une sorte d'évaporation qui se produise, jusqu'à ce qu'il soit totalement sec après vérification. D'accord ? Il semble que cette loi s'applique principalement aux appareils qui présentent une petite résistance électrique interne, comme par exemple les bouilloires, les toasters, les crêpières électriques, les poêles magiques et autres appareils conçus pour supporter un léger rinçage. Toutefois, pour les grille-pains, par exemple, il est préférable d'opter pour l'une des 2 dernières solutions précitées. C'est-à-dire soit faire un petit changement, soit donner un non-juif pour qu'il nous prête, vous avez compris? Parce que pour le coup, c'est le grille-pain, c'est lui qui va se faire griller. Et du coup, vous risquez de ne pas pouvoir l'utiliser. D'accord?